Voilà, ben, je vais ouvrir la séance. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent sans être très présent, hélas. Mais, je pense qu'on va avoir une très belle séance, même si ce n'est que via Internet. Je voudrais tout de suite remercier la SACD qui a organisé cette séance et tout particulièrement le service des actions culturelles avec Anne van Weddigen et Céline Boll-van Korven qui est là et qui va vous dire quelques mots après, qui a déjà en plus dit quelques mots, et c'est elle qui organise un peu le côté technique. Oui. Et évidemment, je remercie aussi Valérie Cordy qui est notre passeuse et l'autrice Isabelle Batt que vous allez entendre lire sa pièce. Parce que vous savez bien, normalement, les lundis en coulisses, quand ils sont en présentiel, permettent de découvrir 3 pièces choisies par la passeuse ou le passeur, selon, et qui sont lues par les participants et participantes à l'improviste. Là, évidemment, on n'a pas fait ça parce qu'on va lire une seule pièce, mais une très belle pièce, je vous promets. Ce ne sera pas à l'improviste, ce sera un peu difficile, et c'est l'autrice, donc c'est Isabelle Batt qui va le lire, et donc merci Isabelle. Ce texte a le titre « Descente, montée, descente ». Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Céline. Merci Céline. Merci Sylvia, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints. Voilà, c'est un peu nouveau comme organisation, comme disait Sylvia, mais on est très heureux de tester ça avec vous et avec Isabelle, qui est une très bonne personne, qu'on remercie pour son sens de l'aventure et sa flexibilité, puisqu'elle est toujours prête à tester des choses. Juste pour vous dire aussi qu'on a proposé à Valérie Cordy d'être notre passeuse pour cette séance parce qu'elle avait reçu en 2019 un prix de la SACD qui fait une distinction qui s'appelle les Jumelles d'Or et que les auteurs et les autrices du comité de la SACD remettent à des personnalités du secteur, des institutions qui œuvrent pour la valorisation des auteurs et des autrices, la découverte des écritures nouvelles. Et on trouvait qu'elle faisait ça à merveille. Et donc, dans la foulée de la remise de ce prix qui a eu lieu en décembre 2019, on lui a proposé d'être notre passeuse. Alors, évidemment, cette séance aurait dû avoir lieu il y a déjà quelques mois. Elle a lieu aujourd'hui et nous y voilà. Donc, je vais passer la parole à Valérie. Simplement, un petit mot technique pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On vous invite à garder vos caméras ouvertes pour que Isabelle ait un public. Ça, c'est plus agréable que des petites pastilles noires. Donc, si vous voulez bien, n'hésitez pas à garder vos caméras ouvertes. En revanche, on va simplement vous demander de couper vos micros le temps de la lecture, de manière à pouvoir lui laisser la parole. Il y aura ensuite un temps d'échange avec Valérie et avec vous, le public. On vous demandera simplement si vous avez quelque chose, si vous avez envie d'intervenir, d'utiliser le petit outil main levée pour qu'on puisse vous donner la parole à tour de rôle. Voilà. Je vais passer la parole à Valérie, mais déjà, bonne lecture, bon moment à toutes et tous. Et Isabelle, força. Ah, Valérie, tu dois te démuter, tu peux le faire toute seule, non? Ça alors. Ouais, Valérie. Valérie, elle doit être tout en bas. Parce que je l'avais déjà, elle s'était déjà unmute. Là, ask to unmute. Voilà. Vous m'entendez? Oui, tu es unmutée, Valérie. Voilà, je suis unmutée, je vais y aller. Je vais simplement vous contextualiser la lecture de ce soir, enfin, en tout cas l'écriture de ce texte. Donc, quelques mots d'introduction. Tous les ans, la Fabrique de théâtre propose une commande à un auteur ou une autrice d'un texte de théâtre pour le fin d'études de l'école de régie que nous avons à la Fabrique. Donc, le cadre, en fait, donc cette école de régie, c'est la province de Hainaut qui l'organise. C'est un enseignement de promotion sociale pour devenir régisseur de spectacle. C'est une formation qui dure à peu près 3 ans et qui se clôture par un travail de fin d'études. C'est une formation qui est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et nous, à la Fabrique de théâtre, nous mettons à disposition des locaux pour que les cours se déroulent et notre plateau école.
en fin de formation, les étudiants présentent à la fabrique même leur travail de fin d'études. Alors, qui sont ces étudiants? Puisque c'est de la promotion sociale, il y a un peu de tout. Il y a des jeunes qui ont obtenu leur certificat d'enseignement secondaire supérieur et qui veulent s'orienter vers une carrière technique liée au monde des arts du spectacle. En général, quand ils arrivent, c'est principalement la musique qui les intéresse et à la fabrique, nous leur ouvrons la porte vers d'autres métiers des arts vivants et notamment le théâtre. Ensuite, il y a des jeunes qui ont suivi des filières d'enseignement professionnel ou de qualification de métiers techniques, comme par exemple la menuiserie, l'électricité, etc., et qui ont parfois un léger passé professionnel, qui souhaitent développer leur qualification en art du spectacle. Et puis, un dernier type d'étudiants que nous pouvons recevoir, par exemple des chômeurs qui sont peu qualifiés, à qui le Forum propose diverses formations. Alors, ce travail de fin d'études, il consiste en la réalisation d'un projet scénique d'une durée maximale de 30 minutes. Et il doit intégrer toutes les composantes du spectacle vivant. Donc les étudiants doivent gérer un lieu, un éclairage, une sonorisation, une scénographie, des accessoires, voire des costumes, et des acteurs et un public. Le travail est réalisé collectivement, même si parfois des fonctions spécialisées peuvent être déterminées au sein du groupe. Par exemple, la création lumière, la création vidéo, la création sonore. Le projet est encadré par différents professeurs, dont je pense qu'il y en a 2 qui sont présents. Il y a Benoît Vreux, que je vois qui est là, qui, lui, est en charge de la dramaturgie. Enfin, nous partageons en tout cas un cours de dramaturgie. Et il y a moi-même qui souvent prend en charge la question de la mise en scène avec les étudiants. Alors ici, nous allons entendre le texte-réponse. C'est comme ça que j'ai souhaité l'appeler, le texte-réponse descente, montée, descente. Donc qui est cette réponse à la commande, écrit et au bonheur lu ce soir pour nous par Isabelle Batz elle-même. Juste un petit mot sur le protocole d'écriture, donc le protocole de la commande qui vous permettra probablement de comprendre peut-être plus facilement ou en tout cas de voyager dans ce texte et sa forme. Ce que nous avons demandé à l'autrice, c'est d'écrire un texte selon 3 modalités différentes. 1, dans un espace d'objets inanimés que nous appelons l'espace imaginaire. Alors, ça peut être un espace dédié à la marionnette, par exemple. 2, dans un espace du quotidien, un espace plus réel, plus réaliste. Souvent, les auteurs et les autrices répondent par une petite scène dialoguée, ce qui va être le cas ce soir. Et 3, dans un espace numérique, donc un espace virtuel. Les 3 modules sont présentés le même soir et dans le même espace. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, les 3 textes doivent durer maximum 8 minutes chacun et raconter la même histoire ou proposer des variations liées étroitement aux 3 modalités de l'espace. Voilà, ça c'est pour une petite introduction à la commande du texte fait à Isabelle Batz. Je vous propose maintenant de l'écouter. À toi Isabelle. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez tous et toutes correctement? Faites oui, ok. Ça vous pète pas les oreilles? Non? Ok. Donc, la lecture de cette commande, je tiens à signaler que c'est toujours très, à la fois excitant et c'est un peu terrorisant de répondre à une commande, parce qu'on ne sait pas toujours où se situent les désirs des personnes receveuses. Donc, voilà, c'est un exercice que j'ai adoré réaliser et donc que je vais partager avec vous cet après-midi. Ça s'appelle donc descente, montée, descente. Texte en séquence, 3, avec indication 7. Séquence 1, noir et blanc, 1936. La séquence qui suit est entièrement en noir et blanc. Il y a une personne, que ce soit une voix ou une personne physique sur le plateau, une femme ou un homme, au choix. Indication 1. Sur ses skis, Iel s'élance. À Garmisch-Partenkirchen, hiver 1936. Sur ses skis, Iel s'élance. La vitesse prend. C'est un Grand Prix de Monaco
mais en pente, mais sous la neige, mais en hiver. Mais en 1936, la neige offre la page blanche, elle s'enfonce dans les gorges, sous la montagne. Imaginez le saut. Imaginez l'air qui vous porte à 60 km/h. Ça fait beaucoup pour garder les yeux ouverts. Alors que déjà partout, tout autour, un peu plus loin, les yeux, les oreilles et les bouches se ferment. Les listes s'allongent. Elle fonce vers les ravins, les arbres qui bloquent ou soudainement dégagent la vue. Les magasins ne s'appartiennent plus. Les manteaux s'ornementent. Interdiction, contemplation, immersion dans le vent, comme si c'était possible dans un autre temps. Chacune porte la feutrine comme protection contre le froid, contre la pluie, contre l'invasion. Le beurre reste riche, le miel des voix. Les voix sont diffusées et se répercutent contre la roche. Comme souvent, quand il neige, se pose un silence de plomb. Et de plomb sont les gardiens de l'exploit. En noir et blanc, on ne voit pas, mais on distingue pourtant. On ne voit pas les couleurs vives dans la cervelle. Et les médailles se succèdent, les caméras filment la joie. On signale un ours ou une horde de loups. Les caméras filment en noir et blanc. Muette, nous pouvons l'espérer. Indication numéro 2. On voit bien. On ne voit pas le rouge. On ne voit pas le rouge aux joues. On ne voit pas le sang. On ne voit pas la haine. La haine passe inaperçue. Le sang passe inaperçu, en noir et blanc. Arrêtez l'image. Juste au moment du saut, fixez l'image. Allez-y, forcez-vous jusqu'à l'épuisement. Et vous verrez le camailleux, le dégradé, du noir au blanc, ce gris. La nuit et le brouillard. Comme Yael se reçoit sur ses genoux fléchis et souples après le saut. Yael ne voit pas plus loin, pas beaucoup plus loin, au-delà de la ligne des cimes. Les murs qui s'érigent, les fosses qui se creusent, l'entassement des corps à venir. Le beurre est riche. À le battre, il devient crème légère. Le groupe s'avance, se construit, gonfle, prend une ville l'une après l'autre, renverse tout sur son passage. Le groupe. Malgré tout, ce qui est beau, ce qui reste beau, c'est la neige. Tout ce qui peut s'enfouir dans la neige. Imaginez. Imaginez tout ce qui disparaît, tout ce qui se tait. Alors que la neige tombe, finement, légèrement, impassiblement, sur Garmisch-Partenkirchen, 1936. 1936. Séquence 2, La Ruche, 1969. La séquence qui suit se passe chez une tatoueuse, une jeune femme. Un jeune homme est assis à califourchon sur une chaise. L'équipement de la tatoueuse vibre. Elle lui tatoue quelque chose dans le dos. Ne pas oublier ça pour le jeu des acteurs. L'acte du tatouage, le rythme, les sons de la machine, la douleur, etc. Indication 3.
la musique que vous entendez, Sweet, Sweet Baby Since You've Been Gone, de Booker T and the MGs, sur l'album Soul Limbo, 1969. Elle dit, j'arrête la musique, hein. Elle dit, ça va prendre du temps pour couvrir le dos en entier. Il faudra le temps de la cicatrisation, il faudra revenir. Il dit, j'ai tout mon temps, il faut que ce soit bien fait, il faut que ça soit raccord. Elle dit, ça va coûter cher. Il dit, pas d'importance. Elle dit, pourquoi un rayon de miel? Il dit, pour la perfection, pour l'organisation, pour que je me souvienne de qui je suis, que je me souvienne de ma place dans le monde, que je me dépasse. Je m'imagine dans une ruche, je m'imagine pousser des ailes. Nous sommes unis et nous savons que nous avançons ensemble, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Elle dit, c'est un rêve alors? Une utopie? Il dit, ce n'est pas un rêve, parce que nous devenons la réalité. Nous nous unissons, nous travaillons au bien commun. Il faut se débarrasser du passé, il faut apprendre et avancer. Il faut se laver de tous nos crimes. Elle dit, et vous êtes beaucoup. Il dit, nous sommes des millions, pacifiques. Elle dit, ok, et vous cherchez quoi au juste? Il dit, nous cherchons à nous soulever, à prouver que nous pouvons soulever des montagnes. Plus jamais ça, plus jamais cette violence. Indication numéro 4. Elle dit pacifiste. Il dit pardon. Elle dit vous êtes pacifiste, pas pacifique. Il dit nous voulons apprendre les leçons du passé, arrêter cette folie, nous asseoir, œuvrer elle dit au bonheur. Il dit c'est un bien grand mot, le bonheur, mais oui, en quelque sorte. Elle dit vous avez un nom. Il dit non, nous avons seulement ce signe. Vous savez, le miel guérit aussi. Nous polliniserons la terre entière. Nous montons notre ruche. Le bruit de la machine à tatouage s'amplifie légèrement. Elle est rejointe par le bourdonnement d'un essaim d'abeilles dans une ruche. La tatoueuse termine son travail. Elle pose un grand papier absorbant blanc sur le dos du jeune homme. Quand elle le retire, il y a la trace du tatouage sur le papier, réalisé avec le trop-plein de l'encre. C'est un rayon de ruche. Il dit, on y arrivera, vous verrez. Elle dit, je voudrais vous croire. Indication 5. Helter Skelter, les Beatles, album blanc, 1969. Voilà. Séquence 3, Polaroid, 1972. La séquence qui suit est en couleur, dans cette qualité de couleur des Polaroids, comme un reportage télévisé des années 70, dans cette palette de couleurs saturées.
Une journaliste de la télévision est sur scène. Un caméraman la filme alors qu'elle nous parle. Son intervention est projetée sur des écrans de télévision placés comme dans la devanture d'un magasin. Elle dit « Et voici que la torche olympique vient d'enflammer le stade. En cette belle fin de journée d'août 1972, la ville de Munich résonne d'espoir et d'esprit sportif. Je me tiens ici, au centre du village olympique qui accueille les 121 nations. » Indication numéro 6. Journaliste, toujours. Ces Jeux misent sur l'entente internationale. Le choix de Munich répond à cet espoir présent dans le cœur des Allemands. Espoir d'enfin tourner une page d'histoire, d'enfin présenter un nouveau visage. Le visage de la convivialité, du respect et de la joie. La presse du monde entier a répondu présente. Les chaînes de télévision retransmettront toutes les épreuves autour du globe. Le moment était historique quand la délégation israélienne a fait son entrée au stade lors de la cérémonie d'ouverture, derrière son porte-drapeau, Henri Herskovitch. Les différents discours ont fait vibrer non seulement les fibres sportives et patriotiques, mais aussi cette foi en l'humain. C'est humain qui se réalise dans le sport, dans ce dépassement de soi, mais qui se tient au code de conduite, qui accepte la défaite autant que la victoire, qui considère le perdant et relativise l'exploit. 7134 athlètes du monde entier vont dès aujourd'hui tenter de se dépasser, de battre des records, d'écrire l'histoire de leur sport et de leur pays. Des hommes et des femmes si différents, aux cultures si variées, et qui pourtant fouleront le même sol et partageront le même rêve. Demain est annoncé un soleil radieux. Alors que la journaliste continue à parler, sa voix est couverte par un mélange de voix, des voix d'autres journalistes, dans d'autres langues. Le discours d'inauguration des Jeux olympiques, les annonces de résultats, tout se mélange et on ne distingue plus vraiment ce qui est dit. Pourtant, à un moment, on entend la date, 5 septembre 1972. Les écrans ne passent plus les images de la journaliste alors, plus les images des Jeux olympiques, mais d'autres images. Puis, tout l'écran devient statique. L'écran et le son comme congelés. Et sur le tarmac d'un aéroport, nous voyons une carcasse d'avion calcinée. Indication numéro 7. Et je vais vous montrer la carcasse d'avion. Et c'est fini. C'était descente, montée, descente. Et je pense que ce que vous devez faire maintenant, je vais retirer mon micro et vous allez pouvoir, je pense, démuter. Voilà. Merci à vous. Par contre, je ne sais pas si vous parvenez à vous démuter. Parce que je crois qu'il faut. Non, elle va. Je crois que un par un, vous êtes démutés. Je vois vos noms qui apparaissent. Il y a Sybille, Thibault, Thomas, Valérie. Ah oui, ça y est. Ça y est, vous êtes démutés. Ça fait du bien, hein?
On a encore un tout petit peu de temps, on est presque au bout. Voilà. Après, si vous choisissez vous-même de diminuer ou pas, évidemment. Voilà. Comme vous voulez. Voilà. Voici là, c'est diminué. Ask. Bah, pendant qu'elle finit, voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. Pour moi, c'est très clair. Et après, je ne sais pas comment ça se passe, moi, d'habitude, ce moment-ci. Donc... On attend une intervention de Sylvia. Voilà. Bon. La lâcheté. D'abord, merci beaucoup Isabelle pour la magnifique lecture. J'ai eu l'avantage de lire déjà le texte avant, mais je crois que justement, ça, c'est peut-être pas si évident que ça. Et si je connaissais, oui, un peu, je ne veux pas dire très bien, ce qui s'est passé à Munich, peut-être c'est moins connu pour les Jeux olympiques en 1936, ni pour 69. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que enfin, ce que j'ai voulu faire en réagissant à la commande, c'était, il y avait cette question qu'il y ait un travail de réflexion à faire, en tout cas par rapport à comment cette chose peut être mise sur un plateau. Et donc, je me suis dit, tiens, s'il y avait une séquence qui soit en noir et blanc, et donc ça signifie un certain moment dans l'histoire, et qu'on passe du noir et blanc à la couleur. Donc ça, c'était un peu mon idée. Me disant maintenant, en relisant la pièce, que la deuxième séquence, pour moi, pour être dans le noir, ça serait très bien, qu'on ait juste le son du tatouage. Et donc, ça m'est venu parce que, tout ça m'est venu parce que j'ai plusieurs passions dans la vie. Une passion que j'ai, c'est le sport et l'histoire du sport. Et une autre passion, enfin, c'est quand même une passion, c'est quand même l'histoire d'une certaine violence européenne, je dirais. Et en 1936, à Garmisch-Partenkirchen, ont été organisés les Jeux olympiques d'hiver, donc à la demande d'Hitler, parce qu'on parle beaucoup des Jeux olympiques de Berlin, mais il y a eu 2 Jeux olympiques en 1936 en Allemagne. Et donc, à Garmisch-Partenkirchen, on en parle beaucoup moins, mais il se fait que je suis allée là en voyage de noces et que donc j'ai découvert tout est resté, le stade est resté, et c'est magnifique et c'est superbe. Et puis, quand on regarde des documents d'époque, c'est très… Je vais vous montrer une photo d'époque du saut à ski à Garmisch-Partenkirchen. Je trouve ça, enfin, moi, ça m'émeut. Ensuite, je suis passée en 1969, puisque c'est l'année de ma naissance, et qu'en 1969, ont eu lieu aux États-Unis, en réaction à la guerre du Vietnam, tous ces mouvements étudiants anti-guerre du Vietnam, tous ces gens faisant des sittings plus ou moins pacifiques. Et là, moi, j'avais en tête beaucoup un groupe terroriste d'étudiants aux États-Unis à cette époque-là qui s'appelait les Weathermen et qui ont fait péter quelques bombes à l'époque. Et ce qui me plaît dans ce moment de l'histoire, enfin comme moi je le perçois puisque je n'y étais pas, c'était cette sensation de rassemblement. Il y avait eu Woodstock, enfin on avait l'impression que ces gens passaient leur temps à être à moitié nus dans des sittings et où tout était possible et tout allait pouvoir être balayé et qu'on allait pouvoir, comme un seul homme, comme une seule femme, s'engouffrer vers des jours meilleurs. Et donc j'ai pris moi cette image de la ruche parce que je commence à m'intéresser aussi à l'apiculture. Et quand on sait que la ruche et pour le coup, c'est un foisonnement d'individus
qui ne font plus qu'un, sachant que c'est une société matriarcale. Je trouvais intéressant d'essayer de m'imaginer toutes ces petites personnes qui seraient dans ce rassemblement comme faisant partie de la ruche planétaire. Donc ça, c'était pour la ruche. Et ensuite, la troisième séquence, sachant aussi que je commence la séquence avec une musique très soul, hein, quand les Blancs ont commencé à découvrir que pour se donner les attributs de la transgression, il fallait récupérer la musique noire. Et donc, le funk ou la soul music, en voiture, voilà. Et je termine avec Helter Skelter des Beatles, qui est, selon l'histoire de la musique, le premier morceau de heavy metal jamais écrit et enregistré, et qui a été le morceau porte-parole de Charles Manson. Donc, en 69, Charles Manson, qui avait donc une secte qui s'appelait The Family, et à qui, à un moment, c'était des très jolies jeunes filles, de très bonnes familles, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, et il a demandé à ces très gentilles jeunes filles d'aller assassiner notamment la femme de Roman Polanski. Et donc, parce que Charles Manson avait, selon lui, découvert que la chanson, les paroles dans la chanson voulaient dire qu'il fallait renverser le monde de manière violente, et voilà. Donc ça, c'est... Ensuite, nous avons 1972, Munich. Et Munich, ça aussi, c'est un lien avec mon intérêt pour l'histoire violente de l'Europe, parce qu'en 1972, à Munich, d'une part, l'Europe entière fourmillait de corpuscules terroristes. Il y avait la bande à Bader, il y avait Action Directe, il y avait les Italiens, même des gens plus loin, hein. Et donc, en 1972, alors que tout le monde était là dans l'allégresse à Munich, un groupe terroriste palestinien s'est introduit dans le village olympique et a pris en otage la délégation israélienne. Ils en ont tué quelques-uns dans le village olympique. Et puis, quand ils ont demandé la libération de prisonniers palestiniens, Golda Meir, qui était à l'époque en charge d'Israël, a dit « Je ne céderai pas au chantage ». Ils ont dit « Tant pis pour vous, nous exigeons un avion qui va nous emmener quelque part, on emmène les otages avec nous, et plus vous résistez, plus nous allons tuer de personnes sur notre passage ». S'ensuit un carnage dans un aéroport de Munich, très mal géré par la police de l'époque, qui fait que tout le monde est mort, en fait. Les terroristes palestiniens qui étaient à ce moment-là dans l'aéroport sont morts, et ceux qui restaient de la délégation israélienne. Et c'est rentré maintenant dans les livres d'histoire sous le titre de Septembre Noir. Et je suis allée aussi en voyage de noces à Munich, après Garmisch-Partenkirchen. Et donc, nous sommes allés dans le village olympique. Et donc, voilà, ce moment de l'histoire, en tout cas, est représenté par une photo qui est pour moi une des photos les plus célèbres de l'histoire de la photographie, où nous voyons ici un des représentants terroristes palestiniens à la fenêtre de l'appartement des sportifs israéliens. Et donc, voilà, je donne un petit peu toutes mes cartes là, mais en tout cas, j'avais envie de voyager à l'intérieur de ça, dans une parole à demi, je dirais, politique, et en tout cas qui représente, moi, des choses qui continuent à m'émouvoir, que je ne comprends pas toujours, et que j'avais envie, au travers de cet exercice, de mettre en travail. Voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus claire. Merci. Oui. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas, moi, tout le temps poser des questions, donc si quelqu'un en a, allez-y. Ce qui m'intéresserait aussi quand même, s'il y a des étudiants qui ont travaillé sur le texte, qui sont ici, est-ce qu'ils peuvent nous en parler un petit peu? Il y en a? Oui, oui. Ah, vous voulez bien? Stéphane et Thibault qui sont là, qui sont deux des membres de la deuxième année donc, de l'école de régie avec lequel on a travaillé sur ce texte longtemps. Et Isabelle vient de nous dire qu'elle nous a dévoilé quelque chose. Je vous assure qu'elle nous a dévoilé qu'un toute petite part, parce que nous en avons découvert beaucoup plus
Ah, Ah, oui. Et alors, tu veux parler? Stéphane ou Thibaut veulent dire quelque chose? D'abord, bonjour. C'est un peu perturbant de parler devant autant de personnes par ces temps, surtout. Que dire sur le texte, sinon déjà plein de choses, je sais pas par où commencer. Il est très chouette ce texte, il y a beaucoup de choses à comprendre, pas forcément juste à la première lecture, mais vraiment en creusant un petit peu, on découvre des secrets, si je puis dire. Donc voilà. C'était un petit peu le but, tu vois, parce que c'était aussi le but de se dire que vous allez trouver des solutions scéniques ou des trucs, ou de la magie, et que vous allez pouvoir vous approprier ce que vous entendez au travers de ce texte. Et je suis persuadée que même moi, je ne comprends pas tout ce qui... C'est tellement tentaculaire et je trouve que c'est... Oui, j'espère que je vais voir la réalisation de ce travail pour pouvoir découvrir ce que vous pouvez saisir, vous pouvez vous approprier en tout cas. et pour quand est-ce qu'elle est prévue, cette réalisation? Pour la fin de l'année scolaire, c'est ça? Bien? Avril 2022. Oh. Ah, d'accord. Oui, 2022, parce qu'avec Madame Covid, ça a été très compliqué. Donc là, maintenant, c'est reporté en avril 2022. Ben, c'est super. Il vous faudra aurez encore bien attendre. le temps d'essayer de faire du noir et blanc. Et nous, on pourra peut-être les voir alors. Bien Oui, sûr. avec plaisir. On vous invitera tous, toutes. Merci. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose ou bien? Vous m'entendez, oui? Oui. Je dois dire, la première et la troisième séquence nous paraissaient assez claires. Après, c'est bien d'avoir eu quelques explications sur la deuxième. Au début, j'étais parti sur ça, sur les mouvements un peu, principalement américains qui s'étaient développés. Puis, vu que les deux séquences se passaient en Bavière, j'étais revenu là-dessus, pensant plutôt à une pensée de liberté d'Allemagne, un peu une bouffée d'air entre les deux massacres, on va dire. Mais voilà, les indications étaient pas mal pour voir d'autres choses encore. Mais je pensais que j'étais très claire quand je commençais par Booker T et que je finissais par les Beatles, moi. Je t'ai dit là, attends, Helter Skelter, toute l'histoire de Charles Manson, enfin, je m'étais dit, ça va être... Après, je crois que tu as raison aussi de croire que ça peut se placer très bien en Bavière aussi. Parce que l'Allemagne a été, je pense, dans les fins des années 60 et début des années 70, un terreau à anti-système. Oui, tout à fait. Qui n'a pas été vécu que de manière violente en plus. Donc, tu pourrais très bien taper ça, je ne sais pas moi, ou même, je ne sais pas, si tu veux te déplacer un peu, il faut un feu de camp en forêt noire, hein, c'est très bien. Après, j'ai bien aimé les trois séquences parce qu'elles annoncent sans citer l'horreur elle-même. Et je trouve ça très intéressant, donner une impression, mais sans citer ce qui arrive derrière. Oui. Ben, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire de toute façon parce que je n'aime pas trop les choses franches. Enfin, j'aime pas trop les émotions franches. Donc, je trouve qu'il est plus intéressant de se dire, de penser à ce que la neige recouvre que d'aller découvrir des charniers. Voilà. Nous, on a eu l'occasion aussi de travailler justement en grattant le texte un petit peu sur sa formalisation. Et je ne sais pas si on peut faire un partage d'écran, ou sinon je vous montrerai quelque chose qu'on a découvert, disons, dans le texte. Okay. Moi, j'ai pas cette fonction. Non. Oui, mais je peux pas. Il n'y a rien sur ton écran, mais je peux pas partager. D'accord. On va juste essayer de l'expliquer. Donc, il y a donc clairement les Jeux Olympiques dont le logo, vous savez, c'est donc 5 cercles
enchâssés les uns dans les autres. Ouais. Quand on prend une ruche, et la plupart des explications de la ruche, donc ce qu'on appelle le nid d'abeilles, ce sont en fait à ce moment-là plus des cercles, mais des hexagones qui se collent les uns aux autres, mais qui sont présentés généralement sous forme de 6. Okay. Et le logo des Jeux Olympiques de 1972, oui. est-ce que tu sais ce que c'est, Isabelle? Non. C'est un helter-skelter. Donc, c'est un… Ce n'est pas vrai. Oui, c'est un colimaçon. Helter-skelter, Oui, oui. c'est un colimaçon. Donc, c'est une espèce de jeu à la fois qui est dans les grandes… dans justement aux États-Unis, notamment dans les grands parcs d'attractions, hein, c'est une espèce de grands toboggans en circuit, voilà. Et le logo est repris sous ces formes d'hélices. Et donc, effectivement, Helter-Skelter, on l'a utilisé comme la fin du numéro 2, mais aussi comme le début du numéro 3, parce que c'est vraiment, on rentre dans cette spirale, alors qu'avant, on était dans des ronds circonscrits, et puis des hexagones assemblés, et un final on a travaillé sur cette dimension graphique. Et on s'est dit, elle est vraiment géniale, cette fille, elle cache. Et écoute, je pense aussi, Benoît, qu'il se passe un truc de cet ordre-là, c'est que je dois être possédée par quelque chose à cet endroit-là. Et parce qu'on a donc écouté les chansons, on a vu, ce qui est très très bien, disons, pour nous, c'est un des premiers textes théâtraux, j'en ai quand même lu beaucoup dans ma vie, mais qui donne des indications. C'est-à-dire, il y a les didascalies traditionnelles, il y a les dialogues traditionnels, et puis il y a les indications. Et les indications, on ne savait pas très bien quoi en faire. Est-ce qu'on doit suivre les indications de l'auteur? Voilà. C'est des images, il y a 7 indications, c'est 2 musiques. Est-ce qu'on doit écouter les musiques? Est-ce qu'on doit les jouer nous-mêmes sur scène? Est-ce qu'on doit… Je ne sais pas. Enfin, on avait tout un travail de réflexion sur l'utilisation de la musique. Et c'est très, très bien, parce que c'est vraiment des pièges à mise en scène, on peut dire, ces indications, puisqu'on a toujours l'impression qu'ils vont nous donner des clés et en même temps qu'ils vont nous cacher aussi On est dans un mouvement double de visibilisation et d'invisibilisation. Je trouve que les autrices devraient plus avoir recours à ce principe, disons, plutôt que de faire des longues didascalies, de mettre des images, des musiques qui font qu'à un moment donné, on a des zones d'exploration. C'était la première fois que je faisais ce système d'indications, comme ça, qui ne sont pas des didascalies et qui sont ce que j'appellerais plutôt des saveurs, en fait. Quelque chose qui accompagne, qui peut être utilisé ou pas. Est-ce que ça vous indique la direction à suivre? Est-ce que ça vous indique la direction à ne pas suivre? Voilà. Et je trouve ça… Effectivement, je trouve bien que ça vous est… en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Et je l'ai refait depuis, avec des images encore beaucoup plus obscures. Et en plus, là, c'était des photos de mes vacances, donc c'était aussi… ouais, je veux mes photos de vacances. Mais ça, on n'a pas repéré. Il faut savoir qu'il y a un gros fond, et Stéphane a fait un travail remarquable là-dedans. Nous, on a maintenant toutes les archives de Munich et de Garmisch-Partenkirchen, où on voit, et c'est vrai que c'est très impressionnant, notamment le noir et blanc à Garmisch, où toutes les croix gammées sont au noir et blanc. C'est très impressionnant, tous ces drapeaux. Et ces gens qui défilent avec le drapeau, avec l'une après l'autre, puisqu'il n'y avait pas encore d'omerta, on peut dire, à l'époque, sur le sujet. Ouais. Et ça c'était une chose qui était je l'ai fait sciemment, ça. Tu vois, parce que le noir et blanc occulte tellement de choses. Enfin, c'est comme… tout passe un peu. Et tout peut donner l'idée que c'est terminé, que c'est quelque chose de révolu aussi. Moi, ça commence de plus en plus à m'intriguer, cette espèce de mise à distance que peut donner le noir et blanc. Et c'est une espèce de grande foutaise, parce que quand on regarde le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais, en tout cas, ma sensation c'est qu'il n'est uniquement regardable parce qu'il est en noir et blanc.
Parce que s'il est en couleur, je pense qu'on ne tient pas 5 minutes face à ça. Et nous, par exemple, notre solution, enfin, tu la découvriras, mais on va déjà donner aussi un petit souffle. D'accord. C'est que toute la première partie, elle est en théâtre d'ombre. Ah oui, très bien. Jouer Oui, sur voilà. l'ombre, le noir et le blanc, et donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur, sauf peut-être effectivement le rouge, puisqu'à un moment donné, tu dis clairement, on ne voit pas le rouge sur les joues avec le vent, le rouge du sang, le rouge de la haine. On s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné que le rouge apparaisse? Donc ça, c'est encore en discussion. Est-ce savoir, il faut le montrer ou est-ce que ne pas le montrer est plus fort, le faire voir, mais sans le montrer est plus fort. Donc ça, on n'a pas encore la solution. Mais l'idée, c'était de travailler sur le théâtre d'ombre et de voir ces sauts à ski absolument sublimes. Werner Herzog parle très bien du saut à ski, si ça vous intéresse. Werner Herzog, qui est donc bavarois et qui parle très bien de ça. Et par rapport au rouge, évidemment, Steven Spielberg ne s'est pas posé de questions, lui, quand il fait le petit manteau rouge dans la liste de Schindler. Où il est, Et alors aussi, par rapport à Munich, Spielberg a aussi fait un film qui traite de tout ça, qui est assez regardable. Voilà, d'autres choses. Peut-être que Valérie peut nous parler aussi un peu de son travail avec les étudiants. Bien, en fait, je laissais parler Benoît parce que nous avons travaillé vraiment ensemble. Ah oui. Donc, le côté mise en scène viendra plus tard. Donc, nous allons débuter la mise en scène dans, je pense, quelques semaines ou peut-être un peu plus rapidement. Mais il y a déjà, enfin, comme l'indique Benoît, il y a déjà des options de mise en scène qui passent en fait par des options de scénographie et d'espace. Donc, on ne parle pas encore là aujourd'hui de comédiens, de comédiennes, d'entrée et de sortie de plateau. La spécificité en fait de la manière dont nous allons mettre en scène ce texte, c'est de partir du régisseur ou de la régisseuse, non, et pas du comédien ou de la comédienne. Donc, c'est en ça que la porte d'entrée est assez intéressante de partir de la technique et de cette vision technique. Du coup, effectivement, la mise en scène elle-même est impactée par cette vision-là, puisque les comédiens et les comédiennes arrivent en tout dernier. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à dire. Donc, du coup, la scène numéro 2, la scène qui est dialoguée, effectivement, est plus complexe pour nous, puisque nous n'avons pas les comédiens. Ouais. Donc, on part vraiment de ces images qui sont données par Isabelle, que ce soit par le texte ou par les indications. Ils sont, comme tu dis, les saveurs, tout ça, ce sont vraiment les ingrédients en fait, de ce futur spectacle. Tout à fait. Et aussi l'utilisation de la télévision, par exemple, dans la séquence 3, vous voyez, comme quand on était, enfin moi en tout cas quand j'étais petite, tout le monde n'avait pas la télévision, mais il y avait des télévisions derrière les vitrines des magasins, et où des gens se massaient devant les vitrines pour regarder des choses qui étaient retransmises. Et donc, des gens regardaient des matchs de football, ils ont regardé l'homme sur la Lune, etc. Et cet impact, moi, je pense souvent à ce médium télévisuel, bien que je ne regarde plus la télévision et qu'elle n'est plus du tout la même. Et sachant qu'il y a aussi le mouvement de libération noire, il y a une personne qui est assez majeure qui s'appelle Gil Scott-Heron et qui a écrit une chanson un peu manifeste qui s'appelle The Revolution Will Not Be Televised. Donc la révolution ne sera pas télévisuelle, ne passera pas à la télévision. Et donc je pensais beaucoup à ça aussi dans la série 3, et où il y avait cette possibilité avec les écrans de télévision d'avoir une espèce de neige noire et blanche qui apparaissait sur les écrans et qui faisait que tout devenait pointilliste comme ça. Et ça aussi, c'est une notion que j'aime beaucoup. Et aussi dans le film de David Cronenberg, Vidéodrome, avec l'utilisation de la cassette vidéo.
l'homme qui doit être réceptacle de la vidéo pour rentrer dans… Vidéodrome de Cronenberg, c'est très drôle. Hein. Enfin, c'est pas que drôle, mais c'est… Oui, pas que drôle. Mais c'est un film d'horreur. C'est très bien de voir un homme se faire pénétrer par une cassette vidéo. Ça change, je dirais. Excusez-moi, les gars, mais ça fait plaisir de le dire. Non, mais pour revenir à cette histoire du noir et blanc et de la couleur, donc il y a, en vidéo, il va y avoir un travail, enfin, je pense que c'est encore en cours, parce que ça change, hein, évidemment, en fonction des profs qui passent sur le texte avec les étudiants. Parfois, il y a des options qui changent, mais a priori, en vidéo, il y a tout un travail qui va être fait de passage, effectivement, du noir et blanc à la couleur, et même au technicolor, en fait. Qui est une technique très particulière et une texture de couleur très particulière. Génial. Je ne sais pas si ça t'inspire, cette histoire de technicolor, mais j'imagine que oui. Enfin, je n'ai pas tout de suite le truc qui me vient à l'esprit, mais j'imagine que ça doit être des couleurs qui sont plus que des couleurs, en fait, c'est ça, c'est un peu poussé, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah ouais, génial. Je pense que c'est peut-être un peu ça que je voulais dire avec Polaroid, parce que dans les Polaroids, on a cette sensation que c'est une chose à plat à côté d'une chose à plat, à côté de… C'est superbe. On a fait des Polaroids d'ailleurs de Munich et Garmisch-Partenkirchen. Oui. Voilà, je ne sais pas si les étudiants, vous voulez ajouter quelque chose ou si vous avez une question, c'est vraiment le moment. Hein. Parce que je suis prête à tout vous dire. Et remarquez que je porte un jersey Adidas vintage. Attention, Adidas, c'est allemand. Voilà. Rien n'est laissé au hasard. Allez-y, vous pouvez réagir. Pas que les étudiants. Hein. Non, tout à fait. Les questions sont ouvertes pour tout le monde. À propos de couleur noir et blanc, moi j'aime bien la citation de Wenders, mais je ne sais plus dans lequel de ses films c'est. Je ne sais plus si c'est De part en part ou Les ailes du désir, où il dit « La couleur c'est la vie pour lui et le noir et blanc c'est le réalisme ». Ah oui. Ouais, c'est pas mal, ouais. Moi j'aime bien. Mais je ne sais pas si ça entre dans le cadre de ce que tu as fait. Ben, écoute, je ne connaissais pas du tout. Tu as poussé les choses d'une manière un peu plus extrême, presque comme aussi l'histoire de l'art, comme tu décris, puisque ça permet aussi à tout un chacun, celui qui ne connaîtrait pas tous ces repères historiques dont tu parles, de se dire le noir et blanc, c'est le plus ancien. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la couleur est très travaillée, puisqu'on va même jusqu'à retoucher tout ce qui est photo. Enfin, c'est extrêmement esthétique. Et je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu dis, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout. Je t'avoue que j'ai écouté, mais après une journée de travail, j'ai du mal. Il faudrait presque que j'ai de nouveau le texte sous les yeux. C'est voilà, c'est super confus. Parce que l'Allemagne, je ne connaissais pas cette chanson qui dit que la révolution ne viendra pas par la télévision, mais par contre, je trouve que tout l'esthétisme encore aujourd'hui et tout cet impact hyper du visuel dominant peut-être même l'audio et autres arts vient de ce que l'Allemagne a fait de l'image comme arme de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Pas oublier, elle a été aussi, cette guerre a aussi été une porte d'entrée. Tout à fait, oui. Nous avons notre télé là aujourd'hui et que voilà, maintenant il y a aussi Internet qui succède à ça, mais il y a une sorte de drogue, de fil nombrilique qui a été installé comme ça de rapport à l'image et de lecture de l'information. Voilà. Je trouve ça intéressant que tu parles de cette histoire que l'Allemagne a effectivement créé quelque chose au niveau du rapport à l'image et du compte rendu de l'image, etc. J'y avais même pas pensé, quoi, alors que j'ai revu Leni Riefenstahl et tout le bazar, qui est une œuvre majeure du cinéma. Enfin, je veux dire, il faut quand même bien le dire.
C'est vrai, tiens, tu vois, il y a tellement de choses qui m'échappent. Je crois tout tenir et puis… Oui. Mais c'était intéressant l'explication par rapport à la progression des logos et des ruches. Parce que c'est vrai que par rapport à l'utilisation qu'ils ont fait de l'image subliminale, la petite remarque qui t'a été faite, peut-être qu'il y a inconsciemment, effectivement, un potentiel d'archétype qui est passé à travers ton écriture et cette juxtaposition et les clichés que tu proposes aussi. Je pense, moi, je crois beaucoup s'il y a une part d'inconscient à travers notre conscient quand on travaille. Et je pense que je pense que ton texte, il touche bien à ça. J'ai essayé en tout cas, ouais. Et je trouve intéressant cette histoire de… Parce que je pense effectivement que plein de choses, que nous sommes pleines de choses qu'on a apprises, on sait très bien où aller chercher la référence. Oui, c'est ça. Et puis des choses qui nous ont traversées et qui sont tellement ancrées en nous, que ce soit par rapport à cette histoire d'une possible horreur, tout comme notre éducation judéo-chrétienne. Enfin, je veux dire qu'on n'ait pas été éduqué dans une foi quelconque. C'est tous les jours, nous utilisons ces mots-là, tous les jours, nous reconnaissons une symbolique qu'on utilise ou pas, mais c'est présent. Et je trouve ça moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est le foisonnement qui fait que c'est l'effet de la vague, quoi, l'effet tu jettes un caillou dans l'eau et ça va. Oui. Et que ça choque quelqu'un d'autre ou pas, et en tout cas dans cette écriture que j'essaie de traiter de manière, enfin délibérément peu cadenassée, c'est que pour que les personnes qui s'en emparent puissent y adapter leurs solutions, puissent y mettre leurs rêves, et que je puisse éventuellement voir les résultats en me disant mais je ne parle pas du tout de ça. J'ai une question quand même, puisque là tu as écrit, et je sais que tu écris beaucoup, depuis longtemps. Tu as fait la section mise en scène, ce n'est pas un secret. Donc je voudrais savoir si quand tu as écrit ce texte-ci en particulier, qui était une commande, tu l'as pensé pour la scène ou si tu t'es vraiment affranchi, libéré de ça et que tu as écrit pour le plaisir d'écrire ce qui venait vraiment? Je n'ai pas écrit en me disant que j'allais d'un point de vue de mise en scène, mais j'ai essayé de me dire, tiens, ces gens qui sont dans la section régie, qu'est-ce que je pourrais leur fournir comme nourriture? Matériaux, ouais. Voilà, matériaux. Et j'ai plus réfléchi, c'est vrai, en termes éventuellement de scénographie ou de bande sonore ou même de costumes que de réalisation scénique. Et je trouve ça très, très chouette à faire, en fait. Oui, c'est chouette. Pour une fois, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait porter sur scène à ce moment-là? Mais même, l'explication qu'on a eue de passer par justement la scénographie, le technique, et d'amener finalement l'acteur en dernier lieu et plus d'en faire le centre du monde de la scène, je trouve ça ouvre vraiment des perspectives auxquelles je n'avais jamais songé. Je trouve ça très chouette. L'acteur, ce n'est pas très important, hein. Il va juste être là, dire ce truc. Tout le monde peut le faire. Enfin, ça n'engage que toi. Et alors oui, je voulais juste rajouter un petit truc parce que c'était peut-être pas entendable à la lecture, mais c'était en tout cas le premier texte que j'écrivais en tentant l'écriture inclusive. Ah. J'ai écrit depuis un autre texte où c'est encore plus complexe au niveau de l'inclusif parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et donc ici, c'était très maladroit dans la manière de dire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui parle, etc. Ah, ok. Mais je sais que la tatoueuse, je veux que ce soit une femme et l'interviewer un homme et la journaliste une femme en me disant, je veux que de toute façon, une majorité de femmes soient sur ce plateau d'une manière ou d'une autre. Mais ensuite, oui, le IL s'élance, etc. Et je tiens assez fort à l'inclusif, oui. Parce que je n'ai donc, IL, c'est un prénom. Pardon, je te coupe, mais IL, c'est donc un prénom créé pour ça? C'est l'inclusif de il et elle. Ok. Si je ne veux pas dire il et je ne veux pas dire elle, je sais qu'il y a plusieurs choses impossibles d'inclusif, hein, et je crois que Charlotte Couturier en sait plus que moi. Mais en tout cas, moi, ce que j'utilise dans ce cas-là, c'est IL. D'accord.
Et je trouve que ça peut donner, en tout cas, même je ne sais pas comment ça peut être résolu sur scène parce que je ne l'ai jamais vu, mais au niveau d'une rythmique, d'une mécanique, d'un choix ou pas de respecter cette écriture inclusive, même si on a fait le choix à un moment, ben, ce personnage, ce sera une femme. En attendant, ce personnage parle d'une personne qui fait un saut à ski. On peut nous laisser croire que c'est un homme qui saute ou une femme qui saute, ou quelque chose d'indéfini, puisqu'à l'époque, en Allemagne, on savait ce qu'ils faisaient avec leurs sportifs. Ouais. Oui, et nous, on a été même plus loin, puisqu'en ne partant pas de l'acteur, dès le moment où il y a du texte, on ne pense pas forcément personnage. On se dit, est-ce qu'on va l'écrire sur le plateau, avec des craies, avec de la lumière? Est-ce qu'on va le mettre en audio? Est-ce qu'on va le faire avec des papiers qu'on va distribuer aux spectateurs? Voilà. Toute possibilité de texte n'est pas forcément liée à l'acteur. Donc, il y aura peut-être à un moment donné des acteurs qui diront une partie du texte. Est-ce qu'on dit tout le texte? Est-ce qu'on dit les 10 escaliers? Est-ce que toutes ces questions-là? Mais il se peut qu'effectivement, à un moment donné, on projette le texte, on l'entende dans une radio, on l'entende à travers des écouteurs. Voilà. Donc, en fait, on se libère de l'acteur en disant, est-ce qu'il n'y a pas un outil technique, le son, la lumière, la machinerie, qui peut dire le texte, on peut dire, qui peut porter le texte. Donc, dans les exercices précédents, les autres années, il y avait du texte qui avait été écrit sur le plateau directement. Il y a plein de techniques, en fait, pour porter un texte. Il n'y a pas que l'acteur qui porte le texte, il y a aussi l'écriture scénique, la scénographie. D'autant que, en tout cas pour la séquence 1 et la séquence 3, la séquence 2, ça peut être aussi très facile. Je veux dire, un endroit de tatoueur, je veux dire, il n'y a pas plus scénographique que ça. Et quand je donne voilà, ces notions sur le son, l'importance du son, etc., c'est qu'effectivement, on commence dans un stade, on finit dans un stade. Hein. Je veux dire, il y a aussi toute... il y a les architectures de tout ça. Il y a effectivement, d'autant plus quand on parle comment étaient utilisées comment on appelle ça, les enceintes sonores pour reprendre les choses. Voilà que ces choses effectivement passaient dans les radios, en tout cas en 1936, et puis sur les écrans de télévision après. Enfin, il n'y a pas de limite en fait. Sauf peut-être à un moment se taire, et c'est pas mal. Quant au tatoueur, tu dis un salon de tatouage, ça ressemble à un salon de tatouage, sauf en 1969. On a trouvé le premier tatoueur français qui était tout à fait underground à l'époque, évidemment pas du tout comme aujourd'hui. Et son lieu, c'est un vrai lieu d'artiste. Hein, ça n'a rien à voir avec un salon d'aujourd'hui où les techniques étaient beaucoup plus barbares et underground. Je crois que ça devait faire un mal de chien. Enfin, et je sais notamment, parce que là aussi en Allemagne, la ville du tatouage, c'est Hambourg, hein, qui est une ville de marins et qui est très connue pour ça et qui, je crois, a le plus vieux salon de tatouage d'Europe. Et effectivement, tu rentres. Et c'est vrai que tu as raison de le signaler, c'est que moi, quand j'ai écrit cette séquence, je me dis, bah oui, je sais ce que c'est aller chez le tatoueur. Effectivement... Ouais, c'est la question qu'on s'est un peu posée en fait en cours sur à quoi ça ressemble un salon de tatouage dans les années 60-70, quoi, parce que actuellement on a une idée un peu préconçue d'un salon de tatouage, etc. Et donc ce côté un peu underground, ce côté un peu aussi marginal, je vais dire, parce que c'était pas non plus à la mode d'avoir des tatouages à l'époque. Tout à fait, ouais. Maintenant c'est un peu différent, les codes ont changé, mais effectivement, quoi. Et c'est pour ça que cette histoire, c'est que ce gars, il va se faire tatouer. Ça va être plus un signe de reconnaissance, si tu veux, à un groupe. Et si on parle au signe de reconnaissance du groupe supposé dont on parle en 1936, il était aussi question de tatouage d'un autre genre. Donc, effectivement, c'était des choses, le tatouage à l'époque, encore plus que maintenant, était effectivement caché et faisait en sorte de bien marquer l'appartenance à une meute, à un mouvement, et comme tu le dis très bien, à quelque chose de beaucoup plus underground de toute façon. Autre question ou commentaire?
Non. Allez, je vais dire un mot, hein. Pas très passionnant d'ailleurs, mais qu'on a très envie de voir la réalisation, tout en ayant à l'écoute cette histoire. Effectivement, on entend bien que ce soit prévu pour une régie et qu'il y a d'autres éléments qui sont amenés là maintenant, et déjà un petit peu préconçus. Et donc, effectivement, l'histoire de l'acteur, ben, moi, je le suis, mais au fond, c'est intéressant, soit qu'il n'y en ait pas, ou soit qu'il y en ait, mais qu'on prenne la chose par un autre bout. Je trouve ça très intéressant. En principe, c'est l'inverse. Et donc, finalement, acteur ou pas, mais s'il y en a, c'est de s'apprivoiser tout ce qui a été fait en amont. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, on attend de voir la suite. Je ne m'appelle pas Thomas, c'est une erreur de… Je n'arrive pas à enlever ce truc lors d'une autre conférence. Soit Michel. Bravo Ben oui. donc pour Isabelle. On se connaît. Hein. Oui, on s'est vu pas loin là de chez moi. À une réunion, je ne vais pas beaucoup, hein, trop peu. Mais bon, un de ces jours, en tout cas, on se reconnaît. Tout à fait. Bon. Merci Michel pour ta contribution. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient vous parler, dire quelque chose, proposer? Non? Est-ce que, moi j'ai peut-être une question, est-ce que parmi vous, il y en a qui se seraient, si vous vous imaginez, tiens, on aurait fait le système habituel, c'est-à-dire qu'on donne le texte et que c'est les gens qui participent à la lecture qui lisent, comment vous ne l'avez pas eu sous les yeux, mais comment vous croyez que vous auriez pu vous sentir à l'aise ou pas à l'aise avec cette lecture, gérer peut-être est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il faut gérer les indications ou pas? Comment vous croyez que vous auriez pu éventuellement réagir à ça? Juste pour savoir. Je vais un peu reprendre la parole. C'est difficile à dire parce que quand on le fait au lundi en coulisses, ben, c'est quand même des comédiens qui lisent. Donc, évidemment, on est dans pas un jeu, hein, c'est pas le but des lectures, mais une espèce d'interprétation quand même. Donc, avec tout ce qui s'est dit, je n'arrive plus à me dire comment on aurait fait, mais probablement avec quand même une interprétation, ce que tu as un peu fait aussi quand même, ou un peu beaucoup plus, puisqu'il est à toi. Le texte. Je pense que ça n'aurait pas été très différent. Okay. Je dois dire que je fais toujours, dans ce genre de cas, un petit travail de préparation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'improvisation pure, c'est-à-dire, j'essaie de distribuer un peu les lecteurs 1, lecteur 2, lecteur 3. Enfin, dans la deuxième partie, c'est clair, il y aurait 2. Donc, j'aurais probablement distribué aussi à un lecteur les indications, etc. D'accord. Okay. Donc, parce que sinon, enfin, je sais qu'il y a des lundis en coulisses où ça ne se fait pas. Ça se passe en général très bien, je veux dire, dans d'autres villes ou d'autres pays. Mais parfois, ça fait quand même des hésitations s'il n'y a pas un petit travail de préparation quoi, dans les textes distribués. Voilà. Mais j'aurais probablement demandé à vous, est-ce que vous êtes d'accord que je fais ça? Ouais. Je le fais, normalement, je ne le fais pas toute seule, c'est-à-dire je demande quand même à l'autrice ou à l'auteur si ça lui va, à moins que ce soit évident. Ah, il y a Charlotte Couturier qui voudrait parler, qui ne peut pas parler. On va essayer de te débloquer, Charlotte. Où est-ce que tu es? Voilà. Vas-y. T'as cliqué? Voilà. Coucou, bonjour à toutes et tous et merci Isabelle. Donc, écoute, je ne sais pas comment répondre à ta question parce qu'il faut voir comment ça apparaît du coup graphiquement pour les indications, mais je voulais juste dire que du coup, c'était très chouette de t'avoir entendu toi en lecture sur ce texte. Okay. Du coup, je serais curieuse de voir ce que ça donne autrement, mais ta façon de le dire était vraiment tellement parfaite que c'était, voilà,
C'était vraiment super. Donc, Arrête, Charlotte, arrête. Voilà, c'était juste pour dire ça. Elle se démute pour ça. Mais ce qui a été étonnant, c'est que je ne sais pas si ça s'est vu, et je pense que c'est plus je vieillis, plus je deviens une grande sensible, c'est que j'ai été très émue pendant la lecture de la séquence 1. J'avais des moments où je me disais, ah ouais, oh putain, j'étais traversée par des émotions, Voilà, donc du coup, ça rend curieuse, mais effectivement, en tout cas, toi, tu as une connaissance du texte et une façon, du coup, de le restituer qui fait que c'était effectivement très fort et très vrai, quoi, très juste, très adressé. Donc, voilà, c'est pour te dire ça, Isabelle. C'est vrai que tu travailles avec une espèce d'inconscient collectif qui te touche sans doute beaucoup comme nous tous, mais par exemple à la fin, au milieu de ce premier texte, tu répètes 3 fois 1936. On s'est demandé, mais pourquoi 3 fois? Parce que les autres indications, elles ne sont données qu'une fois. J'ai l'impression qu'il y a une charge affective que tout le monde partage, même ceux qui n'ont jamais vécu, et aucun de nous n'a vécu sans doute 1936, l'évocation de la date et qu'il se passe quelque chose. Comme si tout le monde savait, depuis tout petit, peut-être par les livres d'école, je ne sais pas où, que 1936 a été une année décisive. Et c'est vrai, historiquement, quand on analyse, c'est beaucoup plus important que 38 ou 39, etc. Oui. Et voilà, après, quand tu m'avais passé cette commande, Benoît, je revenais de ce voyage en Bavière, donc je n'étais pas neutre par rapport à tout ça. Et à Munich, on était quand même allé dans ce musée qui retraçait tout l'historique de la montée du fascisme, et en tout cas tout l'historique des actions contre les Juifs en Allemagne. J'étais quand même empreinte de ça. Et alors, j'ai lu aussi les livres, des très très beaux livres de Erika Mann, qui est la fille de Thomas Mann, et qui a écrit un livre super qui s'appelle « Quand les lumières s'éteignent », et qui est une succession d'histoires qui se passent dans un village fictif en Allemagne, en 1936, juste à ce moment charnière. Et voilà, d'une part, c'est très bien de se dire qu'il n'y a pas que Thomas Mann chez les Mann, et que sa fille était, voilà, et que c'était un personnage, au-delà de ça, un personnage intéressant. Et Charlotte Couturier, si tu veux, un jour, on fera une pièce de théâtre sur Erika Mann. Ouais. 36, ce n'est pas que les congés payés, quoi. Pardon. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette séance. Merci beaucoup, Isabelle, merci Valérie, merci aussi Benoît et les étudiants qui ont participé, et merci évidemment à la SACD. Je me permets juste de vous dire encore une chose, c'est que le prochain lundi en coulisses était prévu pour le 3 mai, donc dans une semaine, à Louvain-la-Neuve. On l'a malheureusement annulé, mais le 17 mai, il y aura un lundi en coulisses en présentiel à la Montagne Magique. Voilà. Super. Voilà. De nouveau à 14h, 18h, comme d'habitude. La passeuse est Lynn Gelati, et on va lire 4 pièces jeune public, mais vraiment des très belles pièces, assez différentes. Donc, je crois qu'il y aura un peu pour différents goûts. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu et à bientôt, j'espère. Oui, juste pour terminer à propos de à bientôt et de prochaine fois, comme le disait Sylvia, théoriquement, dans une séance de lundi en coulisses, il y a 3 textes. Valérie avait de fait sélectionné, en fait, non pas 3, mais 4 textes pour notre séance d'aujourd'hui. Bon, évidemment, vu le dispositif, on s'est dit qu'il valait mieux se concentrer sur celui d'Isabelle. Mais lors de la saison prochaine, on espère avoir
enfin, on vous fera écouter les 3 autres textes de la sélection dont je ne dévoile pas encore le titre ici, vous en saurez plus dans quelques temps, mais voilà, on a en tout cas vraiment hâte de vous recevoir dans nos lieux et on remercie encore une fois Isabelle d'avoir bien voulu se prêter au jeu, et Valérie et Sylvia aussi, puisque c'est un exercice un peu particulier, et vous tous et toutes alors qui nous écoutez, vraiment un tout grand merci à tout le monde. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Isabelle.